Bonjour à tous, il est 11 heures, donc nous allons débuter ce webinaire. Bienvenue à tous nos participants pour leur présence ce jour. Nous allons avoir un webinaire d'une durée environ d'1 heure avec une présentation de nos 3 intervenants qui durera entre 40 et 45 minutes et vous aurez ensuite 15 à 20 minutes pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour poser les questions, comment ça se passe? Vous avez un onglet qui s'appelle « Converser » en bas de votre écran. Vous pouvez donc cliquer dessus et poser les questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin. Donc, n'hésitez pas, si une thématique ou une problématique vous touche, n'hésitez pas à poser votre question tout au long du webinaire. Si vous avez des problèmes de son, malheureusement, cela dépend des connexions de chacun. Donc, nous espérons que le son est bon pour vous. Nous n'allons pas mettre le flux vidéo de nos différents intervenants parce que nous pensons que ça peut bloquer et gêner un peu la présentation et les flux. Si vous avez malgré tout des problèmes de son, nous vous enverrons un mail dès demain vous permettant de voir le replay du webinaire et donc de pouvoir accéder à la présentation en entier. Pour ceux qui ont levé la main, alors malheureusement, nous n'avons pas cette fonctionnalité, donc je vous invite plutôt à passer par l'onglet « Converser » car nous ne pouvons pas prendre en compte ceux qui ont levé la main. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions plutôt via l'onglet « Converser ». Voilà. En attendant, nous allons démarrer ce webinaire. Ce webinaire portera sur différentes mesures, sur le retour du salarié en entreprise, toutes les mesures fiscales qui ont été mises en place depuis 1 mois et demi maintenant, et toute la problématique et la gestion des baux pour voir les impacts que cela peut avoir sur la reprise d'activité qui se profile sur début mai. Nos 3 intervenants du jour que je vous présente. Tout d'abord, maître Annie Gien, avocat au barreau de Lyon. Bonjour. Ensuite, maître Antoine Montant, avocat également au barreau de Lyon. Et enfin, bonjour Antoine. Et enfin, Sandra Louiset, directrice du département conseil fiscal. Tous les 3 avocats au sein de Sofiral. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sandra Louiset qui va donc débuter ce webinaire par une introduction. Bonjour à tous. Depuis le 24 mars, un état d'urgence a donc été instauré pour une durée de 2 mois. C'est dans ce contexte que notre gouvernement a été conduit à prendre une série de mesures spécifiques, notamment pour préserver les entreprises et l'activité économique. Le train de mesures étant en perpétuelle évolution et l'abondance des textes qui en découlent peut être réellement déroutant. L'objet de notre webinaire est de vous apporter un éclairage synthétique au travers du prisme de la reprise d'activité qui se profile. Le premier sujet que je vais vous présenter concerne les mesures fiscales spécifiques. Après un rappel des principaux dispositifs mis en œuvre, nous aborderons les contours de l'après-crise, notamment avec les lois de finances rectificatives fraîchement adoptées. Le deuxième sujet concernera, lui, le dispositif applicable aux baux, à savoir est-ce que toutes les entreprises sont éligibles à ce dispositif et à défaut, de quels autres moyens disposent-elles? Le troisième sujet qui vient naturellement à l'esprit, à 15 jours à peine de la fin du confinement strict, c'est le retour des salariés. Comment le préparer et ainsi comment l'aborder avec eux? Je vous propose de commencer par un tour d'horizon des mesures adoptées par le gouvernement en matière fiscale depuis que l'état d'urgence sanitaire a été instauré. Elles sont, comme vous avez pu le constater, nombreuses et font l'objet d'ajustements réguliers. Nous avons fait un suivi quotidien en vue de la présente communication. Ces mesures sont issues principalement des ordonnances des 25 mars 2020 et 22 avril 2020. Elles ont été prises par le gouvernement, ainsi que les lois de finances rectificatives, elles aussi adoptées très récemment. Alors, les premières séries de mesures ont porté sur les délais. En effet, l'état d'urgence marque un réel temps d'arrêt, y compris dans le déroulement de nombreuses formalités,
et impose ainsi la fermeture au public d'un certain nombre de services publics. Il était donc indispensable que ces délais fassent l'objet d'aménagements et que les diverses démarches ou formalités soient elles aussi adaptées au contexte. Ainsi, il a été prévu le report de paiement et de dépôt de certaines déclarations, le report et l'adaptation de certaines démarches et formalités et des aménagements des procédures de contrôle fiscaux. Concernant tout d'abord les reports de paiement. Alors, l'administration, depuis le départ, indique être là pour limiter les impacts de la crise sanitaire sur les contribuables. C'est dans ce cadre que le report des échéances fiscales, sans justification, par un simple mail adressé au service gestionnaire est possible. Cela concerne les impôts, le paiement des impôts directs, tels que l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires, pour les échéances dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020, il est précisé que le report est accordé pour une durée de 3 mois. Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre le paiement des acomptes de prélèvement à la source, et ce, uniquement sur les revenus professionnels. Des aménagements ont également été prévus pour les contrats de mensualisation de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière, pour lesquels il est possible de suspendre les prélèvements. En pratique, le montant restant dû sera prélevé au solde et évidemment sans pénalité. Alors, concernant ces premières mesures, mon conseil est qu'en cas de difficulté, pour le paiement de vos impôts, les entreprises doivent contacter directement ou par le biais de leur conseil les services gestionnaires afin de leur informer de la situation. Il n'est vraiment pas souhaitable d'attendre que l'administration se manifeste. Mieux vaut toujours anticiper et prévenir celle-ci des difficultés que vous pouvez rencontrer. Un accompagnement de ces démarches est évidemment possible, y compris en cas de difficultés qui pourraient survenir ultérieurement. Puisqu'en effet, les assouplissements dont nous parlons sont applicables durant cette période de crise que nous connaissons. Cependant, certains secteurs auront malheureusement besoin d'un soutien plus tard, car elles subiraient les effets de la crise avec un certain décalage. N'ignorant pas cet état de fait, le ministre de l'Économie a demandé aux services de faire preuve de la plus grande bienveillance envers les entreprises durement touchées, d'où la nécessité d'informer celles-ci en cas de difficulté. Concernant maintenant les dépôts de déclaration. Donc, la majorité des déclarations doit être déposée au 30 juin 2020. J'attire cependant votre attention sur le dépôt de déclaration dite créditrice de cotisation sur la valeur ajoutée, pour laquelle la date de dépôt a été maintenue au 5 mai 2020. Tel est également le cas de la déclaration de TVA dite CA12, qui doit également être déposée au 5 mai. Concernant plus particulièrement l'impôt sur le revenu, les dates de dépôt ont fait l'objet d'un report d'une quinzaine de jours, puis des adaptations ont été annoncées. Le calendrier qui a récemment été publié par le ministère de l'Action et des Comptes publics prévoit ainsi un report au 30 juin des déclarations annexes à cette déclaration, et ce uniquement pour celles qui sont dites dématérialisées. Notre analyse est que la déclaration principale de déclaration 2042, lorsqu'elle est accompagnée de déclarations annexes, suivrait ce délai, puisque certains éléments des déclarations annexes doivent être reportés sur la déclaration principale 2042. À titre d'exemple, si vous avez des revenus fonciers, ils sont à déclarer sur la déclaration 2044 avec un report des montants sur la 2042. Des éclaircissements de la part de la DGFiP seraient néanmoins les bienvenus, et nous ne manquerons pas évidemment de vous tenir informés dès que nous aurons connaissance de ceci. Mon conseil pratique, en cas de doute, du fait d'une situation qui n'aurait pas été clairement identifiée, il convient toujours de se faire préciser par écrit par l'administration la date limite de dépôt. Un mail type peut vous être fourni en cas de besoin. Je vous propose maintenant que nous passions aux démarches qui ont pu être reportées ou facilitées. Elles concernent principalement les formalités d'enregistrement et de publicité foncière. Les actes soumis à ces formalités bénéficient du dispositif de report de délai dont nous venons de parler. Toutefois, un aménagement spécifique a été prévu pour les actes de société qui peuvent, eux, être déposés par courriel. Attention, lorsque des droits sont dus, l'acte devra être accompagné de l'avis de virement.
Le service ne procédera à l'enregistrement que lorsque le paiement a été effectué. De façon pratique, ça sera à réception de la preuve de virement que le service procédera à la formalité d'enregistrement. Il adressera une copie de la première page comportant la mention de l'enregistrement, puis l'enverra par mail au déclarant. D'autres formalités sont concernées. Il s'agit des demandes de remboursement de certains crédits d'impôt qui ont fait l'objet de mesures destinées à accélérer leur traitement. Je vous conseille une vigilance toute particulière concernant cette mesure et nous vous conseillons également, avant de procéder à la demande de remboursement, de vous assurer au préalable d'avoir à disposition les pièces justificatives en cas de contrôle ultérieur. En effet, le remboursement anticipé ne signifie pas qu'aucun contrôle ne sera réalisé par la suite. Concernant les procédures de contrôle fiscaux, donc, les règles qui régissent les procédures de contrôle ont été adaptées elles aussi au contexte. Les opérations de contrôle sont suspendues, ce qui implique qu'aucune proposition de rectification ne doit être adressée durant cette période d'état d'urgence, ainsi que les délais pour produire les réponses. Il conviendra néanmoins d'être très attentif au décompte de ces délais à l'issue de la période protégée. Mon conseil pratique, en cas de réception de courrier ou de demande émanant de l'administration, il est recommandé de se faire préciser toujours par écrit les délais qui vous sont accordés pour répondre ou pour la reprise d'opération qui aurait commencé avant la date du 12 mars. Aussi, le temps imparti à l'administration pour effectuer les contrôles sur place sont impactés, de même que les règles de prescription du droit de reprise et l'action de mise en recouvrement sont également concernées. Votre conseil peut vous apporter un éclairage sur les conséquences d'une procédure vous concernant et notamment sur les recours possibles, puisqu'il faudra prendre en compte les délais et les périodes de reprise qui peuvent être effectuées. Les mesures que nous venons d'invoquer auront immanquablement un impact sur l'après-crise. Les contours de cet impact se dessinent avec notamment les lois de finances rectificatives récemment adoptées. On peut voir que ces mesures sont de deux ordres. Elles concernent le régime fiscal applicable aux aides ou à certaines opérations, mais elles concernent également, dans un objectif à plus long terme, des dispositifs destinés à la relance de l'économie. On va voir tout d'abord le traitement fiscal applicable à certaines aides, et j'insiste, c'est uniquement pour l'année 2020. Les mesures sont destinées à soutenir les entreprises fortement impactées par la crise. C'est pourquoi certaines aides vont avoir un traitement fiscal dérogatoire au titre de l'année 2020. En matière de TVA, par exemple, le taux de TVA réduit sera applicable à certains produits destinés à la protection ou aux gestes barrières. Il s'agit, par exemple, des masques, des gels hydroalcooliques, des tenues de protection, ainsi de façon plus large également des produits destinés à l'hygiène corporelle. Aussi, en cas de don de certains matériels, aucune régularisation de la TVA ne sera attendue. Par exemple, une entreprise qui fabriquerait des respirateurs et qui ferait le choix de donner ceux-ci aux hôpitaux ne se verra pas réclamer la restitution de la TVA déduite lors de la fabrication de ces respirateurs. En matière d'impôt direct maintenant, il a été prévu que les aides du Fonds de solidarité ne seraient pas imposables. Aussi, une hausse portant à 1 000 € le plafond de déduction à l'impôt sur le revenu des sommes versées en 2020 aux associations de soutien aux plus démunis, notamment les banques alimentaires, a été prévu. Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est maintenu, quand bien même ces prestations ne pourraient plus se dérouler à domicile, mais se dérouleraient temporairement à distance. Ça vise par exemple le cas des cours à domicile. Aussi, afin de tenir compte des heures supplémentaires effectuées depuis le 16 mars 2020, le plafond d'exonération de celles-ci à l'impôt sur le revenu est porté à 7 500 €. Les abandons de créances se rapportant à des loyers abandonnés seront également non imposables. Dans ce cadre, les aides qui pourraient être consenties entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 et qui se rapportent à des immeubles donnés en location à des entreprises sont considérées comme déductibles. Aucun lien de dépendance ne doit exister entre le bailleur et le locataire. Il existe toutefois une exception si l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur
et à la condition, bien entendu, que celui-ci puisse démontrer par tout moyen des difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise. Une date d'entrée en vigueur particulière est prévue pour ce dispositif en matière d'impôt sur les sociétés et des bénéfices industriels et commerciaux afin que puissent bénéficier de cette mesure les entreprises qui clôturent leur exercice dès le 15 avril 2020. De façon pratique, une vigilance doit être apportée au moment de consentir l'aide et au moment de l'établissement de vos déclarations afin d'apprécier si cette aide est déductible du résultat imposable du bailleur. Un accompagnement pourra vous être offert afin de sécuriser les éléments que vous porterez sur vos déclarations au moment venu. Je vous propose maintenant de nous pencher quelques minutes sur les prémices de la relance de l'économie. Ces mesures qui vont être abordées ici, pour certaines, ont un rayonnement national et d'autres s'inscrivent dans un cadre européen, voire mondial. Pour relancer l'offre, des pistes concernant la modulation du taux de TVA sont ainsi avancées. Il y a également des assouplissements des règles de report déficitaire qui sont à l'étude. Et enfin, pour favoriser l'investissement, un dispositif d'amortissement accéléré pourrait être mis en œuvre. Nous voyons que les mesures envisagées, sous réserve de leur conformité avec la réglementation européenne, ont besoin encore d'ajustements. Certaines sont ponctuelles et d'autres vont être pérennisées. Des situations et des questions ne sont pas réglées. Tel est le cas notamment de la perte de valeur de certains biens, ce qui engendre des questionnements quant aux valeurs à déclarer pour l'impôt sur la fortune, par exemple, sur la fortune immobilière, par exemple. Dans l'attente, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils pour une traduction individualisée. Les divers dispositifs dont nous venons de parler ont été adoptés pour faire face à la crise. Ils sont donc ponctuels et ciblés. D'autres seront vraisemblablement créés. Voilà pour le point sur les questions fiscales. Je vais laisser la parole à Anne Gien pour le point sur les baux professionnels. Merci. Merci Sandra, Louiset, de cet exposé. Héloïse, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, par rapport à la présentation, te reporter à la page 4 sur la frise? Bien sûr. Voilà, ce sera plus facile pour la compréhension des délais, qui est un peu l'objet de ma partie sur les baux commerciaux. On va parler beaucoup de délais. On a vu effectivement qu'afin de protéger rapidement les entreprises confrontées aux difficultés liées à la propagation du virus, l'ordonnance 316 du 25 mars 2020 leur permet, sous certaines conditions que nous verrons, de suspendre ou d'étaler les loyers et les charges locatives dont le paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le 27 juillet 2020. Vous voyez que nous sommes ici sur la frise, en bas en bleu, sur la période juridiquement protégée, qui s'arrête effectivement le 24 juin, qui est prorogée le 24 juillet. Et puis, parallèlement, il y a une ordonnance qui est parue le même jour, le 25 mars, qui est numérotée 306 et qui, elle, instaure une prorogation des délais échus entre le 12 mars, nous sommes encore ici sur la frise du bas, et le 24 juin 2020. Et cette ordonnance permet d'avoir des délais supplémentaires en report maximum de 2 mois qui nous amèneront au mois d'août. Vous voyez qu'il y a donc beaucoup de délais et qu'à chaque fois, pour chaque situation, il va falloir se référer au calendrier qui a été prévu par les ordonnances et les décrets. Voilà, merci Héloïse. Donc, ces deux mesures, ces deux ordonnances du 25 mars portant sur la suspension des loyers et puis la prorogation des délais intéressent bien sûr les baux commerciaux et professionnels. Concernant tout d'abord le paiement des loyers et des charges, le dispositif fait naître 2 situations chez le locataire. L'entreprise rencontre des difficultés et elle est éligible au fonds de solidarité, ou bien l'entreprise rencontre des difficultés, mais n'est pas éligible au fonds de solidarité. Dans les 2 cas, vous aurez bien noté que le locataire doit se trouver en difficulté. Alors, non pas en difficulté
telles que prévues par les tribunaux judiciaires en matière de redressement ou de liquidation, mais simplement en difficulté de trésorerie. Et ce ne sera pas le cas, effectivement, si le locataire dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses créances locatives. À ce moment-là, et si le bailleur s'en rend compte, il pourra, à l'issue du délai de protection, c'est-à-dire le 24 juin, sanctionner le locataire, soit par des sanctions, des pénalités financières, soit plus drastiquement par la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou bien demander la résiliation du bail. Alors, comment savoir si on est éligible au fonds de solidarité? Eh bien, on va regarder le décret numéroté 371 du 30 mars qui nous dit que les conditions d'éligibilité sont cumulatives. À savoir, il faut avoir commencé son activité avant le 1er février 2020. Il ne faut pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Il faut compter au maximum 10 salariés dans l'entreprise, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, générer un résultat inférieur à 60 000 euros sous certaines conditions, sachant que cette condition particulière a fait l'objet d'un retrait sur l'article 1er du décret qui nous intéresse, mais n'a pas été invalidée, modifiée ou retirée des autres dispositions qui y font référence. Donc, nous décidons, nous, de le garder et on verra ensuite si vous avez la nécessité de démontrer que vous entrez dans le régime, possibilité de négocier à ce sujet. Il ne faut pas avoir de société mère au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que nombreuses sont les sociétés qui aujourd'hui sont détenues par un holding parce qu'on a fait une restructuration, soit patrimoniale, soit économique, et donc on est chapeauté par une société. Cette société, si elle contrôle plus de 50% de la société qui souhaite, ou de l'entreprise qui souhaite rentrer dans le dispositif, bien effectivement, on va peut-être en être exclu. Alors, il n'empêche que l'administration semble ici faire œuvre d'ouverture d'esprit, puisque depuis le 16 avril, nous savons que les holdings qui sont sous forme de sociétés civiles sont admises à permettre de rentrer dans le régime. Ne seraient exclus en réalité que les holdings qui sont sous forme de sociétés commerciales mais n'ayant pas d'activité, c'est-à-dire étant passives. Encore que là, il serait possible de déterminer la globalité des conditions, non pas au regard de la société filiale, mais de la société holding. Donc, vous voyez qu'ici, pour regarder si on est éligible au fonds de solidarité, il y a besoin de regarder au plus près votre situation et de prendre des décisions de gestion à ce sujet. La dernière des conditions, elle est alternative. Soit vous avez fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, là c'est clair et net, ça relève des arrêtés qui ont été pris par le gouvernement, soit avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020. Cette période n'a pas encore changé et elle est en comparaison à même époque sur N-1 et adaptée évidemment si vous n'avez pas une durée d'exercice entière sur l'exercice précédent. Si le locataire est éligible, c'est-à-dire qu'il remplit ces conditions, à ce moment-là, il peut suspendre le paiement des loyers et des charges locatives sans risque de sanction vis-à-vis du bailleur. Mais qu'est-ce qui se passe si l'entreprise n'est pas éligible? Alors là, il est quand même conseillé au départ de se rapprocher du bailleur en espérant que vous ayez de bonnes relations avec lui et de solliciter sa solidarité économique. Cette solidarité est aujourd'hui prônée par notre ministre de l'économie. Néanmoins, le bailleur, de son côté, peut voir son empathie limitée par ses propres besoins financiers. Il a un prêt, il a besoin de rembourser, il ne peut peut-être pas reporter ses échéances. Et à partir de ce moment-là, lui aussi, il a besoin d'avoir cette rentrée d'argent. Alors, si cet accord ou cette convention entre vous n'est pas possible, à ce moment-là, restent les dispositions de droit commun
on va se retourner vers le Code civil et vous en avez entendu parler. Vous en avez entendu parler dans la presse, sur Internet. Mais ces dispositifs sont un petit peu plus aléatoires parce qu'ils sont sujets dans leur application à interprétation. Et donc, s'ils sont sujets à interprétation, ils sont sujets à contestation. Donc, il faut savoir bien choisir son moyen et surtout l'étayer par des arguments factuels. Quels sont ces principaux moyens? Il y a la force majeure. Tout le monde connaît la force majeure. Et il est vrai qu'ici, les conditions semblent requises pour pouvoir s'appliquer à la situation. La pandémie de coronavirus échappe complètement au contrôle du locataire. Elle ne pouvait certainement pas être prévue lors de la conclusion du bail. Alors, on verra que les choses pourront certainement changer dans l'avenir. Et normalement, cette situation doit empêcher le locataire d'exécuter son obligation de paiement au bailleur. Encore faut-il, et je reviens à cette condition qui est une condition primordiale, encore faut-il que le locataire justifie qu'il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire face à son obligation de payer le loyer. Donc, faites très attention à ça. Si vous avez une société qui dispose d'une trésorerie, d'un petit coussin de trésorerie. La force majeure donc, semble l'élément le mieux adapté. Cependant, et c'est un petit peu vicieux, mais dans les baux, souvent, la force majeure est exclue des dispositions mises en faveur du locataire. Donc, avant de savoir si je peux utiliser la force majeure et obtenir des droits avec ce moyen-là, je dois vérifier d'abord si on ne m'a pas exclu de ce dispositif. La théorie de l'imprévision, alors, elle s'applique aussi sur le fondement, parce qu'il n'est pas douteux que la situation que nous avons aujourd'hui était imprévisible lors de la conclusion du bail et qu'elle rend très onéreuse, bien sûr, l'exécution du bail pour l'une des parties. Mais ce dispositif qui est arrivé dans le Code civil en octobre 2016 ne vaut que pour les baux qui ont été conclus après cette période. Et quand je dis conclu, c'est soit un nouveau bail, soit un bail renouvelé, et il faut qu'il soit écrit. Donc, ça, c'est une première condition. Deuxième condition, souvent, les rédacteurs ou les parties décident de s'exclure de la théorie de l'imprévision. Et à partir de ce moment-là, bien, on ne peut pas l'évoquer. Et le troisième point qui ne va pas nous faire pencher vers ce moyen d'action, c'est que les parties sont censées négocier. Donc, pour négocier, il faut être deux. Si le bailleur ne souhaite pas négocier, le bail se poursuit en l'état et compte tenu de l'urgence de la situation, ce dispositif est donc mal adapté. On a l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution, c'est un mécanisme qui permet, on va dire en l'occurrence au locataire, puisqu'on parle d'eux, qui permet au locataire de ne pas payer son loyer ou ses charges en réponse à la non-exécution par le bailleur de son obligation. Mais là, la question qui va se poser, c'est quelle est l'obligation que le bailleur n'aurait pas remplie? La seule que l'on peut voir aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir ou de ne pas pouvoir délivrer le local. Mais le bailleur, lui aussi, de son côté, pourrait, pourquoi pas, opter pour la force majeure. Donc, vous voyez que utiliser ces éléments, effectivement, c'est intéressant, mais il faut d'abord pouvoir être certain qu'ils sont applicables à votre situation et que les éléments factuels vous permettent de les invoquer. Sinon, ça restera toujours un sujet à contestation sérieuse devant un tribunal, devant une juridiction. Donc, si vous souhaitez écrire sur cette base-là, je vous invite fortement à vous rapprocher de votre avocat, de votre conseil, pour que le courrier soit bien motivé, en tout cas adapté à un instant T. Et c'est d'autant plus important que c'est une situation que vous vivez aujourd'hui, mais ces dispositions pourraient également, pourquoi pas, rester en mémoire pour la période qui suivra le 24 juillet prochain, parce que la difficulté des locataires au niveau financier ne va pas disparaître avec le déconfinement, en tout cas ne va pas disparaître d'un claquement de doigts. Une fois que le locataire s'est manifesté, le bailleur va répondre. Donc, quelle va être la position du bailleur? En cas d'éligibilité du locataire
au fonds de solidarité, le bailleur, il va subir la situation, il va subir le retard du loyer, sa suspension, son report. Mais cela ne suffit pas, il va quand même falloir décider entre vous, entre le locataire et le bailleur, comment le loyer qui a été reporté va être étalé dans l'avenir, parce qu'il ne faudrait pas, d'une part, grever la trésorerie du locataire sous prétexte que dès la fin de la période de protection juridique, eh bien, ces loyers suspendus soient à payer en même temps que les loyers de la période. Et puis, pour le bailleur, il ne faut pas non plus qu'il voit grever fiscalement sa situation parce qu'il n'aura pas renoncé au loyer. Ils auront été simplement suspendus. Donc, il pourrait se voir imposer sur les recettes non perçues sur l'exercice. Donc, lui aussi, il faut qu'il limite cette charge exceptionnelle. En l'absence d'éligibilité, eh bien là, le bailleur retrouve sa liberté d'action après le 24 juin. Donc, les parties ont tout intérêt à négocier quelque chose entre eux pour éviter, 1, les frais de justice, et 2, la résiliation du bail. On a vu tout à l'heure avec Sandra Louiset qu'aujourd'hui, la loi de finances permettait aux bailleurs qui annulent ces loyers, c'est-à-dire qu'ils y renoncent totalement, de ne pas les faire rentrer dans les charges, dans les recettes imposables. On a vu effectivement que si l'entreprise est exploitée par un ascendant, descendant, membre du foyer fiscal, eh bien, ce dispositif s'appliquera, mais à condition que le locataire démontre qu'il y a bien des difficultés financières, des difficultés de trésorerie. Voilà encore avec ce fondement essentiel. En revanche, et ça c'est pour nos clients qui sont souvent à la fois bailleurs et exploitants, main droite, main gauche, s'il existe un lien de dépendance entre le locataire et le bailleur, et notamment si le bailleur détient plus de 50% du capital où il exerce un pouvoir, imaginons une SCI d'un côté, une société d'exploitation de l'autre et une gérance des deux côtés, eh bien l'avantage fiscal ne s'appliquera pas. Donc là aussi, si vous vous posez la question en tant que bailleur ou exploitant et bailleur, très vite rapprochez-vous de votre comptable ou de votre avocat pour voir si vous pouvez, sans risque, exclure ces loyers de votre déclaration. Qu'en est-il maintenant des dispositifs visant l'exécution des autres clauses du bail? C'est très important. C'est un autre pan, mais qui est aussi important. On a les délais d'action, on a les notifications en matière de congé, en matière de renouvellement, en matière de préemption, en matière de déspécialisation. Et le non-respect des délais peut entraîner bien plus que le non-paiement des loyers ou que d'avoir à payer des loyers avec une trésorerie délicate pendant quelques mois, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est l'ordonnance 306 qui s'occupe de ces délais et notamment les articles 2 et 5 de cette ordonnance. Or, à la lecture de ces textes, on se rend compte que ces dispositions ne sont pas exactement adaptées au statut un peu particulier des baux commerciaux. Pour faire coïncider les mesures entre elles, c'est-à-dire ce que prévoit l'ordonnance d'un côté et ce que prévoient les textes des statuts des baux, notamment commerciaux, de l'autre, et en l'absence de réponse évidente aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à une réflexion juridique motivée pour faire face à un contentieux qui ne manquera pas de surgir du fait de l'importance des conséquences que peuvent présenter cette absence de congé ou une absence de renouvellement dans les délais, par exemple. Donc, là, vous devez trouver avec votre bailleur, avec votre locataire, le conseil nécessaire pour éviter d'aller au prétoire, parce que chacun aura son interprétation, chacun pourra évoquer son droit et il faudra faire trancher le juge. Donc ça, c'était un peu inutile face à ça, enfin inutile. En tout cas, aujourd'hui, si on peut l'éviter en essayant de se rapprocher au plus près des deux dispositifs, ce serait un avantage particulier pour vous pour l'avenir. Donc, pour cela, dès que vous avez une question en matière de délai, rapprochez-vous de votre avocat qui va vous aider à analyser la situation et à rédiger quelque chose qui vous conviendra au mieux.
Voilà, je vous remercie beaucoup et puis j'attends vos questions et je laisse la parole à Antoine Montan. Merci Annie. Alors cet après-midi, le Premier ministre devrait nous donner les grandes orientations du plan de sortie de confinement à compter du 11 mai, tel que l'a décidé le président de la République. Ce plan, bien évidemment, va traiter à la fois du travail, mais aussi notamment de l'éducation nationale, de la scolarisation des enfants. Et c'est ça qui, certainement, va conditionner la façon dont vous allez devoir gérer le retour de vos salariés. Alors, concernant ce retour, on va faire un petit pas en arrière où, à compter de la mi-mars, vous avez dû en quelques heures tout d'abord dire au revoir à vos salariés ou bien leur dire, écoutez, on va passer le week-end et puis on va voir quelles vont être les mesures que les pouvoirs publics vont mettre à notre disposition pour essayer de traverser cette période de confinement et cette absence de votre lieu de travail. Et dans un contexte où on a eu des messages particulièrement contradictoires, restez chez vous, venez travailler, il a fallu que vous vous organisiez. Cette organisation est passée par un certain nombre d'outils qui sont le télétravail en premier lieu, mais également la garde d'enfants de moins de 16 ans, la situation des personnes à risque ou malades, ainsi que la fameuse activité partielle. Alors, j'ai nommé ça différentes formes d'absence. Certes, c'est de l'absence du lieu de travail, mais par exemple, le télétravail n'est pas une absence en tant que telle, c'était simplement, et cela reste toujours, un moyen d'organisation du travail qui permet aux salariés de travailler à distance depuis chez eux sur un matériel que vous avez mis soit à sa disposition, soit un matériel qui lui appartient. Quoi qu'il en soit, ça reste du travail, donc c'est une personne qui reste salariée en activité, son contrat de travail n'est pas suspendu et il vous doit, en contrepartie bien évidemment de la rémunération que vous lui maintenez, le travail que vous lui demandez. Il y a eu également donc la garde d'enfants de moins de 16 ans qui fait l'objet encore de modifications puisque dès la mi-mars, cette garde d'enfants était traitée par la sécurité sociale comme un arrêt maladie et dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui est en adoption actuellement au Parlement, il basculera ce dispositif sous l'activité partielle à partir du 1er mai. Il y a également la situation de la personne à risque ou malade, ou bien celle qui vit avec une personne infectée par le virus. Celle-là aussi fait l'objet d'un arrêt maladie qui est traité en tant que tel. Enfin, la grande mesure qui a été malheureusement énormément plébiscitée par les entreprises, puisqu'on est maintenant à plus de la moitié des salariés en activité partielle, donc c'est l'activité partielle ou le chômage partiel, qui vous a permis d'organiser soit la fermeture administrative qui vous était imposée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire mettre l'ensemble des salariés en chômage le temps du confinement et de la crise sanitaire, avec comme contrepartie un certain maintien de la rémunération et l'autre dispositif d'activité partielle qui était pour ceux qui n'avaient pas l'obligation de fermer et qui pouvaient malgré tout continuer de travailler un certain temps, qui est le temps de travail réduit, où là aussi il y a une intervention des pouvoirs publics en matière de financement et d'aide pour le maintien du salaire. Donc ces différentes formes d'absence ou d'organisation du temps vous permettent ou vous ont permis de traverser cette période particulière de confinement avec pour seul objectif, et c'est ce que déclarent à longueur de journée les pouvoirs publics, d'éviter les suppressions de postes, les licenciements pour motifs économiques, pour que vous puissiez, dès lors que le confinement sera totalement arrêté, repartir et que vous puissiez répondre à la demande de vos clients. Bien évidemment, repartir, ça veut dire aussi avoir conscience que beaucoup de vos salariés ne travaillent plus depuis le 16 mars. Et nous allons arriver au 11 mai. Cela veut dire que depuis 2 mois, un certain nombre de salariés sont complètement éloignés du travail et donc il va falloir les remobiliser. Et c'est un discours qu'il va falloir avoir auprès d'eux en tant que manager, que chef d'entreprise, que de leur dire allez, il va falloir reprendre le travail. Donc, cette reprise de travail, bien évidemment, se prépare, puisque pendant un certain temps, votre outil de production
a été mise en veille et bien évidemment, ces salariés, il va falloir les informer de cette reprise et les accompagner parce qu'il ne faut pas oublier que le confinement a été imposé à tous. Il vous a été imposé à vous en tant que chef d'entreprise, il a été imposé à vos salariés, il a été imposé à l'ensemble de la population. Donc, à un moment donné, il va bien falloir retravailler sur un discours pour remobiliser, entre guillemets, les troupes. Donc, une fois qu'on a vu ces différentes formes d'absence, il va falloir se poser la question de savoir comment je prépare mon entreprise. Alors, un premier point extrêmement important, c'est ce que l'on appelle l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que vous avez une obligation en tant que chef d'entreprise qui est de préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Cette obligation, qui est connue depuis bien une vingtaine d'années maintenant, revient sur le devant de la scène, tout simplement parce qu'on est face à ce risque sanitaire. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par un document. Ce document s'appelle le document unique d'évaluation des risques. On le surnomme aussi le DUER. Il doit être au sein de l'entreprise, à disposition de l'inspecteur du travail, à disposition du médecin du travail. Il est là pour identifier l'ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour éviter ces risques, en tout cas pour les combattre. Alors, concernant le Covid, bien évidemment, c'est un risque sanitaire qui a été identifié, qui doit donc apparaître dorénavant sur votre document unique. Pour l'élaborer ou le mettre à jour, ce document unique, eh bien, il faut que vous vous référiez aux fiches métiers qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail. Ces fiches sont alimentées quotidiennement en fonction des discussions que le ministère a avec vos représentants professionnels. Donc, surtout, vérifiez régulièrement si vous n'avez pas encore de fiche métier, si cette fiche est mise à jour sur le site. Vous pouvez également vous rapprocher de vos organisations professionnelles si vous êtes adhérent, ou en tout cas aller sur leur site parce qu'elles communiquent énormément sur le sujet. Vous pouvez également aller sur le site de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche en sécurité, qui va publier et qui continue de publier des préconisations extrêmement importantes en matière de lutte contre le Covid et d'organisation du travail. Une fois que vous avez commencé à travailler sur ces différents thèmes, n'hésitez pas à vous rapprocher du médecin du travail qui est là pour vous conseiller. Une ordonnance a été prise il y a quelque temps pour modifier en quelque sorte les capacités d'intervention du médecin. Donc, il est mobilisé lui aussi pour vous aider en la matière. Et n'oubliez pas aussi que vous avez certains organismes certificateurs qui peuvent être à votre disposition pour vous accompagner sur la rédaction de ce document unique type APAV, mais également, au-delà de la rédaction de ce document, pour vous accompagner sur les conseils en matière d'organisation. Comment j'organise mes locaux, comment j'organise mon magasin, comment j'organise mon restaurant, comment j'organise l'accueil du public, comment j'organise l'accueil de mes salariés. C'est extrêmement important, c'est vraiment le premier réflexe que vous devez avoir dès à présent en vue d'une reprise de votre activité à compter du 11 mai. Alors, ce document, petite tolérance malgré tout, puisqu'on sait que ce sont des obligations qui pèsent sur l'ensemble des entreprises et que la petite entreprise a toujours du mal à suivre l'ensemble de ces obligations. Les entreprises de moins de 11 salariés donc, bénéficient d'une tolérance en matière de rédaction de documents uniques. Il faudra malgré tout que vous démontriez que vous avez pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter les risques. Donc, une fois que l'on a travaillé sur ce principe, sur vos obligations, eh bien, on peut, à ce moment-là, envisager le retour des salariés. Donc, ce retour sera en fonction de l'organisation que vous avez mise en place ou en fonction des types d'absences qui existent au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, le retour du télétravail. Alors, le retour du salarié en télétravail, il n'existe pas de formalisation particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons, si vous voulez reprendre la semaine prochaine, vous n'avez pas de délai à respecter pour informer votre salarié pour reprendre et revenir au sein de l'entreprise. Malgré tout, si vous disposez d'un comité social et économique, bien évidemment, vous allez devoir l'informer. Et puis, même si aucun délai ne vous est imposé,
il va falloir quand même que vous preniez un petit délai de prévenance dit raisonnable, excusez-moi, afin que le salarié puisse réorganiser son retour. Ce retour va se faire normalement aux horaires habituels. Vous pouvez envisager pour la reprise une organisation du temps de travail différente, mais cette organisation va faire l'objet aussi d'une réflexion importante. Certaines dispositions ont été prises également afin d'allonger la durée du travail, mais à ce moment-là, il faudra que vous vous rapprochiez de votre conseil habituel pour organiser des horaires de travail différents. Donc, par principe, retour du salarié sans formalisme particulier, mis à part l'informer dans un délai raisonnable, aux horaires habituels. Ça, premier thème. Deuxième thème, le retour d'un arrêt maladie hors garde d'enfant. Alors là-dessus, tout salarié qui était malade pour une raison autre que la garde d'enfant, eh bien, si son absence a duré plus de 30 jours, vous devez normalement envisager une visite de reprise. Là encore, le législateur est intervenu pour essayer d'organiser dans le cadre de la pandémie les visites chez le médecin du travail. Donc, à ce moment-là, le médecin est dans la possibilité de reporter la visite de reprise. Ce report est fixé dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs qui font l'objet d'un suivi individuel renforcé et dans la limite de 3 mois suivant la reprise pour les autres travailleurs. J'attire votre attention que concernant les salariés qui étaient en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, ils ne pourront pas reprendre tant qu'ils n'ont pas, eux, bénéficié d'un examen de reprise. Donc, si on considère des salariés en arrêt maladie simple, ceux-ci pourront bénéficier d'une visite de reprise dans les 3 mois, selon la décision du médecin du travail. En revanche, salariés en arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, ils ne pourront pas reprendre tant que le médecin du travail ne les aura pas vus. Troisième thème, le retour de l'activité partielle. Donc, le retour de l'activité partielle, il va s'envisager de différentes manières. Petit préalable malgré tout pour les entreprises qui disposent d'un comité social et économique, bien évidemment, il va falloir l'informer préalablement. Alors, il n'existe aucun délai imposé par la loi concernant l'information des salariés qui étaient en activité partielle et dont le chef d'entreprise décide le retour. Malgré tout, il va falloir se poser la question de savoir si cette activité partielle, qui était peut-être totale, ne va pas devoir être prolongée partiellement, en tout cas par une réduction d'activité, à compter du 11 mai. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir que vous vous posiez et que vous définissiez afin de ne pas trop submerger à un moment donné l'entreprise, parce que faire revenir l'ensemble des salariés d'un coup, peut-être que cela ne sera pas possible. Donc, surtout, n'hésitez pas à envisager un étalement, c'est tout à fait possible. Donc, si vous avez fait une demande d'activité partielle jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 juillet, cela va vous permettre justement de passer d'une activité partielle totale à une activité partielle dite réduite. Le retour va se faire aussi aux horaires habituels, bien évidemment, sauf si vous faites une activité partielle réduite. À ce moment-là, vous allez pouvoir organiser par roulement le retour des salariés ou bien identifier un service qui va pouvoir revenir à la suite d'un autre service qui reviendra un peu plus tard. Donc voilà, en matière de retour d'activité partielle, cette activité partielle donc, reste possible. La ministre du Travail a déclaré dans une interview hier que les entreprises pourront continuer de bénéficier du dispositif après le 11 mai. Donc, attendons également quand même ce prolongement, mais c'est entre guillemets une nouvelle intéressante, une information intéressante pour pouvoir reprendre de façon progressive l'activité de votre entreprise. Une fois les salariés revenus, que faut-il faire? Alors, bien évidemment, la reprise du travail est une bonne nouvelle. Comme je le disais en introduction, le confinement a été imposé. Il a été imposé à tout le monde. Donc, ce n'est voulu ni par vous, ni par les salariés. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, certains salariés sont restés chez eux et bien évidemment, il va falloir les remotiver, c'est-à-dire qu'il faut reprendre contact avec eux. Et ça, c'est extrêmement important, cette prise de contact. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, donc, ce confinement leur a été imposé. Il ne faut pas leur laisser penser que c'est vous qui allez leur imposer également le retour.
c'est quelque chose qui doit être convenu entre vous. Donc, il y a un message de motivation extrêmement fort à faire passer en reprenant contact de façon plutôt informelle et bien évidemment en les prévenant que d'ici quelques jours, ils vont devoir revenir travailler. Une fois qu'ils sont revenus travailler, bien évidemment, il faut rester vigilant. On a tous passé une période un peu particulière où des perceptions à la fois de travail, d'organisation ont peut-être été modifiées. Donc, il va falloir rester vigilant et les accompagner sur le retour. Là, bien évidemment, la loi ou la règle ne peuvent rien pour vous. C'est vous, en tant que manager, en tant que responsable d'entreprise, qui saurez trouver les mots adaptés pour les maintenir également motivés pour la suite. Alors, que peut-il se passer, bien évidemment, si un salarié ne souhaite pas revenir en raison de sa crainte de contracter le virus? Donc là aussi, c'est une question qui va bien évidemment se poser et qui sera différente en fonction de l'entreprise, en fonction des salariés. Une entreprise qui a mis en place tous les moyens pour faire revenir ses salariés dans des conditions sanitaires qui sont préconisées par les pouvoirs publics, eh bien, normalement, un salarié ne peut pas refuser de revenir. Donc, il faudra en tirer les conséquences de ce refus. Alors, bien évidemment, il pourra refuser parce que, par exemple, son enfant ne pourra pas être à l'école. Donc, si son enfant ne peut pas être scolarisé, il pourra continuer de bénéficier de la garde d'enfant. Mais si c'est une simple crainte de contracter le virus, alors que vous avez mis en œuvre et pris toutes les mesures nécessaires pour la protection de sa santé et de sa sécurité, il faudra peut-être envisager d'autres décisions à son encontre. C'est pour ça que le dialogue préalable, la motivation préalable avec vos salariés est extrêmement forte. Voilà en quelques mots, en quelques slides, les points de vigilance que vous devez avoir en tête pour faire revenir retravailler vos salariés, pour les motiver et pour que la reprise au 11 mai soit la plus sereine possible. Donc, voilà un petit peu ce que nous souhaitions vous dire en quelques minutes concernant la reprise, que ce soit en matière fiscale, en matière juridique ou en matière sociale. Bien évidemment, ce webinaire est enregistré, il sera mis à votre disposition dès cet après-midi, mais n'hésitez pas dorénavant à nous poser vos questions au travers du petit module que vous avez. Nous serons ravis d'y répondre. Alors, merci à tous les trois. Je le répète aussi, voilà, vous recevrez donc le replay et les slides du webinaire pour pouvoir tout réécouter dès demain. Donc, n'hésitez pas voilà, à cliquer dans le mail pour revoir le replay. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas via l'onglet « Converser » à nous poser les questions qui vous intéressent. Alors, je commence. Une première question. Bonjour, j'ai fait une demande de report de TVA qui m'a été refusée. Je sais que le report systématique du paiement TVA n'est pas autorisé. En revanche, un report circonstancié de cette taxe est admise. Pourquoi m'a-t-elle été refusée ? Alors, il est exact que la TVA a eu un traitement particulier durant toute cette période. C'est uniquement à des fins budgétaires. Il faut que l'argent puisse continuer à rentrer dans les caisses de l'État d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. Cela étant, il y a quand même des assouplissements qui ont pu être vus. Il n'y a pas de communication réellement officielle sur le sujet. Mon conseil serait, alors c'est un conseil d'ordre général, évidemment, il y a tout un tas de données qui entrent en ligne de compte et qui pourraient justifier, si celui-ci est justifiable, le refus qui vous a été opposé. En tout cas, mon conseil, d'une manière générale, c'est il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alerter l'administration. Je ne sais pas quelle démarche vous avez effectuée et par quel biais. En tout état de cause, si vous avez alerté l'administration en leur indiquant que vous n'étiez pas dans la possibilité de déposer la déclaration et d'effectuer le paiement qui doit aller avec, et que celle-ci vous l'a refusée, il convient maintenant dans un second temps peut-être de lui demander pourquoi et de revenir vers elle. Étant entendu que
encore une fois, des assouplissements ont pu être communiqués à certains ordres professionnels. Donc, pour une réponse un peu plus individualisée et avec vos données personnelles, évidemment, je pourrais peut-être affiner la réponse. Alors, une deuxième question. Peut-on demander une visite médicale en visio? Oui, avec l'accord du médecin, bien évidemment. Alors, ça dépend quel type de visite médicale. Si c'est une visite médicale de reprise, bien évidemment, il faut s'accorder avec le service de santé au travail afin de savoir si cette visite donc, doit se faire tout de suite ou bien peut être reportée. Donc, ça, c'est le médecin qui va le décider. Si c'est une visite d'information et de prévention, c'est-à-dire l'ancienne visite d'embauche, là aussi, c'est à voir avec le médecin. Si à la fois le salarié et le médecin disposent de la visio, pourquoi pas, si cela ne nécessite pas, bien évidemment, un diagnostic qui impose la présence du salarié devant le médecin. Une question, un point sur le calcul du taux horaire de chômage partiel. Peut intégrer le 13e mois? Alors là, cela va dépendre de la convention collective et de la façon dont est rédigé le texte concernant les modalités d'attribution du 13e mois. Sur certaines conventions collectives, bien évidemment, on intégrera, ça dépend si le 13e mois est payable au moment où on est en activité partielle ou pas. Ok. Peut-on faire travailler un salarié pendant 15 jours, puis le remettre en chômage partiel pendant 15 jours? En effet, j'ai 2 salariés, je souhaite les faire travailler en alternance tous les 15 jours. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible dans la mesure où vous avez fait une déclaration d'activité partielle sur une certaine période pour l'ensemble des salariés et que vous allez pouvoir maintenant organiser un roulement. Il ne faut pas oublier que la mise en activité partielle doit être équitable vis-à-vis de tous les salariés, sauf cas particulier. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'organiser un roulement équitable entre salariés. C'est tout à fait possible. Bonjour, si la reprise de l'activité, celle-ci est insuffisante, peut-on poursuivre le chômage partiel pour une partie de l'effectif? Alors, c'est un peu analogue à la réponse précédente. Oui, c'est possible dès lors que vous respectez toujours cette équité entre salariés. Donc, si au 11 mai, vous estimez que l'activité ne va pas reprendre en totalité, bien évidemment, vous pouvez continuer à activer le chômage partiel. Alors, attention, par rapport à ça, si vous avez fait une demande de chômage partiel, mettons jusqu'au 30 avril, si vous faites une demande de renouvellement de chômage partiel, vous allez devoir, a priori, vous engager à ne pas licencier pour motif économique pour une durée équivalente à la demande d'activité partielle. En revanche, si vous avez fait une demande d'activité partielle jusqu'au 30 juin, donc ça, on est toujours dans votre première demande, donc vous pouvez réorganiser au fur et à mesure l'activité partielle de vos salariés, toujours avec en tête cette égalité de traitement entre salariés. Comment peut-on demander au propriétaire des murs une baisse du loyer car nous allons avoir une table sur 2 de supprimer? J'imagine que c'est un restaurateur qui nous pose la question. Oui, je pense, à moins que ce soit un chirurgien. Je n'irai pas manger chez lui sinon. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit, puisque vous faites l'objet des commerces qui ont subi une fermeture obligatoire, si vous pouvez bénéficier du dispositif, des conditions du Fonds de solidarité, vous allez donc pouvoir automatiquement avoir une suspension ou un report. La réduction, elle va être soit sur cet étalement-là. En revanche, si vous souhaitez, après le délai, avoir une réduction de loyer, ça ne pourra se faire que via une négociation avec votre bailleur, soit une négociation amiable où vous fixerez les conditions, soit basée sur l'imprévisibilité, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'est sûr que le résultat ne sera pas vu maintenant. Donc, soit vous rentrez dans le dispositif et là, vous allez avoir une suspension et un étalement, soit vous n'entrez pas dans le dispositif et là, votre négociation, elle est libre avec votre bailleur, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir employer les moyens qui sont à votre disposition, notamment l'imprévisibilité avec les conséquences que ça a.
Concernant le fonds de solidarité et la clause de bénéfice de 60 000 euros, je pensais que pour bénéficier de ce fonds de solidarité, il fallait que le cumul revenu du dirigeant majoritaire plus bénéfice n'excède pas 60 000. Qu'en est-il? Oui, ça c'est pour le bénéfice de l'aide. Oui. Est-ce que c'est cumulatif revenu plus bénéfice pour atteindre les 60 000 euros ou non? Oui, le dispositif est clair effectivement là-dessus de manière très claire, claire quand on est sur, je ne retrouve plus mon arrêté, voilà, c'est dans le décret 371 du 30 mars, il y a deux choses, attention, hein. Le fait pour le locataire de rentrer dans le cadre du fonds de solidarité, c'est le fait d'en remplir les conditions. Ces conditions sont celles qui sont visées à l'article 1 du décret et celles qu'on a vues tout à l'heure. Et étonnamment de cet article 1, en cours de route, cette condition de résultat a été annulée. En tout cas, elle a été abrogée et elle n'apparaît plus. En revanche, cette condition de 60 000 euros a bien été maintenue pour les modalités du bénéfice du fonds de solidarité, mais pour bénéficier de l'aide de 1 500 euros. Et là, on est sur l'article 3, effectivement, dans l'article 3 ou dans l'article, d'ailleurs, 3.2. Et là, effectivement, on retrouve cette notion de 60 000 euros. Donc, quand on a effectivement sur l'article 2, petit 3, on nous dit que le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants au titre de l'activité exercée n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Donc, effectivement, souvent, la rémunération est réintégrée. Très bien. Comment respecter les mesures sanitaires des fiches métiers alors que nous n'avons pas de possibilité d'acheter des masques? Bonne question. Bonne question, tout simplement. Alors, les fiches métiers, dès lors qu'elles imposent le port de masque, c'est vrai que juridiquement, vous ne pouvez pas respecter les préconisations qui sont faites. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous expose à un risque particulier si jamais un salarié contracte le Covid et qu'il estime que cette infection est intervenu sur le lieu de travail. Donc, il faut bien évidemment un certain nombre de conditions pour que tout se réalise. Mais concernant les masques, d'après quand même toutes les communications que l'on entend, tout ce que l'on voit, ces masques devraient être mis à disposition assez rapidement et vous devriez pouvoir vous en procurer un certain nombre. Donc, si le port du masque est selon vous un élément essentiel de protection de la santé du salarié, malheureusement, vous serez dans l'obligation d'attendre que vous soyez fourni en masque pour les faire revenir. J'ai un salarié qui réalise de la maintenance sur des appareils de chauffage. Il voit en moyenne 5 clients par jour. Est-ce que je dois l'équiper obligatoirement de toutes les protections par visite, par client? Alors, ça dépend de la fiche métier, si celle-ci existe. Ça dépend aussi des préconisations que votre organisation professionnelle a émises, si ces préconisations existent. Et ça dépend aussi de l'estimation, vous, du risque par rapport au fait que le salarié va à chaque fois d'entreprise en entreprise, mais c'est de client en client. Mais c'est une question légitime que vous vous posez. C'est vrai que si on veut être puriste en matière de sécurité, il faudrait pouvoir renouveler les moyens de protection à chaque visite, bien évidemment. Bonjour, mon salarié est en arrêt pour garde d'enfants. Ce dispositif se termine le 30 avril. Donc, à partir du 1er mai, du fait que les enfants ne seront toujours pas à l'école, je dois les mettre au chômage partiel. Comment cela se passe? Est-ce que je dois faire la demande avant le 1er mai ou à la fin du mois de mai? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. L'arrêt garde d'enfants continue. C'est un dispositif qui est maintenu. C'est seulement le mode de financement qui diffère. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit supporté par l'assurance maladie, l'arrêt garde d'enfants sera financièrement supporté par les pouvoirs publics, par l'Agence de service des paiements. Donc, pour l'instant, nous ne connaissons pas exactement les modalités de déclaration
au titre de l'activité partielle, mais il va falloir le faire, donc il faut attendre ces modalités. Alors c'est vrai que nous sommes déjà le 28 avril et il serait urgent que les pouvoirs publics nous donnent la recette pour la déclaration. De toutes les manières, si vous n'avez pas cette procédure d'ici le 1er mai, vous le considérez toujours en arrêt-garde d'enfants et courant du mois de mai, vous allez pouvoir certainement le déclarer sur le site de l'activité partielle. Donc, patientez un petit peu. Les CDD sont-ils prolongés de la durée du chômage partiel? Non, il n'y a pas de modification des contrats que vous signez avec vos salariés du fait de la crise sanitaire. Donc, il n'y a pas de prolongation. La prolongation éventuelle du CDD ne peut être que liée à son objet, c'est-à-dire soit remplacement du salarié absent ou surcroît temporaire d'activité. Et enfin, parce que l'heure tourne, donc nous allons prendre encore une ou deux dernières questions. Je suis locataire avec ma société commerciale d'un local dont je suis propriétaire par ma propre SCI. J'ai pu obtenir un report de 6 mois pour mon crédit de la SCI. J'ai déjà vu que l'on pouvait annuler 3 mois de loyer, mais puis-je offrir, entre guillemets, à mon locataire 6 mois de loyer? Alors, vous m'entendez? Oui. Je vais répondre, mais sous couvert aussi de l'expertise de Sandra Louiset. On est dans la situation qu'on avait vue, main droite, main gauche, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes à la fois dans la SCI et dans la société d'exploitation. Donc, la question, c'est de savoir d'abord, est-ce que vous pouvez annuler, enfin, vous pouvez annuler effectivement vos loyers, mais si vous ne rentrez pas dans le dispositif de la loi de finances rectificative pour 2020, ces loyers annulés continueront à être imposés sur la base de vos recettes. Sandra, est-ce que je dis bien? Oui, tout à fait. Étant entendu que le dispositif sur les abandons de loyer, comme on l'a vu tout à l'heure, est strictement encadré. Donc, il convient évidemment de bien poser le cadre de ce qui compte être fait et consenti et de se pencher le moment venu sur la déductibilité ou non de l'aide qui pourra être consentie, puisque comme vient de le dire Annie, finalement, on a les mêmes protagonistes dans le cadre d'un mini-groupe. Voilà, et attention, la suspension des loyers n'entraîne pas leur absence d'imposition. C'est vraiment leur annulation et leur annulation dans le cadre de ce que le législateur fiscal vient de nous autoriser à faire. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer de cette façon ce webinaire. Comme indiqué sur la diapositive qui s'affiche sur votre écran, n'hésitez pas à nous poser vos questions via l'adresse mail contact.avocat@fiducial.fr. N'hésitez pas non plus, bien évidemment, à vous rapprocher de votre avocat, Sophie Rall, qui pourra répondre à toutes les questions particulières sur votre entreprise, sur vos salariés que vous vous posez. Et enfin, Fiducial vous met à disposition tout un dossier spécial avec un certain nombre d'articles. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre site internet fiducial.fr/coronavirus. Vous y trouverez des fiches pratiques, des informations, des articles qui vous permettront aussi de préparer au mieux, nous l'espérons, cette reprise d'activité. Je remercie nos 3 intervenants pour leur exposé très clair sur les problématiques que nous avons vues. Je remercie tous les participants pour la qualité de leurs questions et pour leur présence aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire et nous vous disons très bonne journée à vous. Merci beaucoup.